nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Ils sont 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madines, France Digital, La French Tech et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de 40 nuances de Next. Lors du dernier enregistrement, du moins juste après, j'ai avancé un café allongé, je crois, et avec un sucre à Olivier Mathieu. Il ne m'a toujours pas remboursé, mais après cet épisode, je pense que les comptes seront réglés. Tu me feras un Lydia? Bien sûr. Nous avons le plaisir d'échanger avec Cyril Chiche. Bonjour Thomas, bonjour Olivier. Salut Cyril, ravi de te recevoir. Je vais peut-être prendre quelques minutes pour présenter un petit peu Lydia. Qu'est-ce que c'est? Parce que maintenant, c'est presque un mot courant. On se fait un Lydia. Alors Lydia, je rappelle que c'est une application que vous avez, une entreprise que vous avez créée en 2013. Donc Cyril Chiche et Antoine Porte. Je crois avoir lu, et tu pourras me corriger si je dis des chiffres qui sont faux, que vous aviez levé 13 millions d'euros en 2018. Et puis il y a eu cette levée de fonds assez record de 40 millions d'euros qui a été annoncée en janvier 2020. Auprès notamment de Tencent, le chinois. Donc ça avait effectivement beaucoup attiré l'attention et fait couler de l'encre dans la presse française parce que on avait un géant chinois qui s'intéressait à la fintech française et européenne. Et puis un an après, 72 millions d'euros avec aussi, je crois, Accel, donc le mythique fonds d'investissement. Donc ça faisait 112 millions d'euros, donc de manière un peu atypique en deux vagues sur la même série en fait en termes de levée de fonds, mais étalée sur plusieurs mois. Et puis c'était aussi aux côtés, je crois, de CNP, de Xange. Tu pourras nous citer ceux que j'oublie. En tout cas, je vais me permettre un petit bréviaire bancaire numérique parce qu'il y a beaucoup de termes et de jargon pour essayer de définir qu'est-ce que c'est que Lydia. Et puis on reviendra sur ces mots-là parce qu'aujourd'hui ils sont en train de passer dans le vocabulaire courant, de temps en temps en franglais. Donc on parle de cashless, l'économie sans cash. On parle aussi d'open banking. Tu pourras nous définir un peu qu'est-ce que c'est que ce concept. Évidemment, il y a toute cette tendance des néobanques un peu partout en Europe et dans le monde aujourd'hui. Et je pense que Lydia en fait partie. On parle également de métabanque, cette capacité aussi à agréger un peu l'ensemble des comptes et de l'information bancaire pour un client qui aurait plusieurs comptes. Voilà, donc au départ, je rappelle que Lydia, c'était le paiement entre particuliers, principalement. Je pense notamment sur la cible des étudiants. Je me rappelle quand tu nous en parlais tout au début. Il y a également, après, plein de fonctionnalités que vous avez développées. La possibilité d'avoir une cagnotte, la possibilité de faire des virements automatisés, puis finalement d'avoir l'équivalent d'une carte bancaire embarquée, donc de faire du paiement dans les commerces, e-commerce, etc. Vous avez aussi ajouté avec des partenaires services assurance, également le crédit consommation avec United Credit, je le rappelle parce que on a fait un épisode avec nos amis Geoffroy Guigou et Charles Egli aussi de 40 nuances de Next. Donc vous revendiquez 4 millions d'utilisateurs en Europe. Vous avez été au UK, mais je crois que vous en êtes sorti. Et puis sinon, Irlande, Espagne, Portugal. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui sont en préparation ou qui sont lancés. On pourra parler un peu du déploiement international. Et également un partenariat qui avait été beaucoup remarqué avec Tink, start-up suédoise, qui a également levé 175 millions d'euros la même année et qui vous permet aussi d'avoir accès à des développements techniques que tu pourras nous décrire un peu, notamment sur ces questions d'open banking. Est-ce que c'est juste tout ce que je t'ai raconté? Tu es très bien informé. Merci. Eh bien, après toutes ces définitions, c'est la définition actuelle de Lydia qui va nous intéresser juste après ce jingle. Beach, oh mon beach. Beach, oh mon beach. On a des jingles qui se dansent plus que d'autres, mais je vois que Cyril a le rythme dans la peau. Alors, qu'est-ce que c'est que le pitch de Lydia quand tu étais au début et que tu as fait, vous avez eu cette idée, comment est-ce que tu le racontais en quelques mots? Alors, le pitch initial, la vision initiale, c'était tout pouvoir payer avec son téléphone. Ça n'a pas trop changé? Un peu quand même. Sur la manière de le faire? Non, et puis sur le spectre des services qu'on offre à nos utilisateurs. Donc on a commencé avec cette vision-là, et puis ensuite, pour une vision, c'est large, c'est ambitieux, par nature, ça va pas être atteint. Donc il faut commencer quelque part. Et nous, on a commencé en se disant,
que, notre ambition, c'était de faire une entreprise à grande échelle B2C, donc avec une vision qui était plutôt vers les consommateurs, mais qu'on n'avait pas les moyens, parce qu'on commençait avec rien, pour faire quelque chose à grande échelle B2C, notamment, certainement pas la publicité, l'acquisition payante, tout ça. Et donc, que vous ne faites toujours pas d'ailleurs. Oui, entre-temps, c'est devenu une signature, mais au départ, c'était plutôt une question de moyens. Et donc, on s'est dit, on va le faire avec une approche qui est B2B2C. Et donc, on va aller chercher des commerçants qui eux-mêmes vont enrôler les consommateurs. Et donc, on a conçu 2 applications. Une pour des professionnels, des marchands. Donc, une application mobile qui permettait d'encaisser des clients qui voudraient les payer avec l'application pour les particuliers. Cette application pour les particuliers pouvait généralement faire 2 choses. Afficher un QR code de paiement qui serait scanné par les marchands ou s'envoyer de l'argent entre particuliers, les fameuses transactions peer-to-peer, en utilisant comme moyen de paiement sous-jacent la carte bancaire et comme identifiant le numéro de téléphone, ce qui permettait de faire des transactions immédiates sans connaître les identifiants bancaires du destinataire. C'était basé sur la carte virtuelle, c'est ça? Non, c'était basé sur le fait on agissait comme un marchand e-commerce et on enregistrait, avec un partenaire, en l'occurrence, Payline Monext, la carte, et ensuite on débitait la carte à chaque paiement. À l'époque, on est toujours au début de Lydia. 2013. Ouais. Le modèle? Pas de modèle. Au départ, pas de modèle. Mais en vrai, pas de modèle. Pendant longtemps, jusqu'en 2018, on n'avait pas de modèle. Mais on n'en cherchait pas non plus, quoi. D'accord. Vous cherchez juste à augmenter la part de marché, la pénétration chez les particuliers, en fait. Oui, c'est ça. On cherchait à trouver ce qu'on appelle le product market fit, donc montrer que oui, il y avait de l'appétence pour ça en Europe. Il faut savoir qu'on est dans un contexte qui est assez ancien, où à l'époque, ça faisait 10 ans que tous les ans, Gartner sortait une étude qui disait l'an prochain, c'est l'année du paiement mobile. Et l'an prochain, c'est l'année du paiement mobile. Et l'an prochain, c'est l'année du paiement mobile. Ça faisait 10 ans que c'était l'an prochain. Un jour, ça allait vraiment arriver. La réalité, c'est qu'au Kenya, tout le monde payait avec son téléphone, qu'au Japon, qu'en Corée, tout le monde payait avec son téléphone, et que là, ça n'arrivait pas. Et donc, la première chose qu'il fallait faire, c'était montrer que ça pouvait arriver. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait quand on a lancé Lydia au grand public en juillet 2013? L'application, en vrai, on a créé l'entreprise en 2011 et on a travaillé pendant 2 ans dans la cave de Limonétique qui nous sous-louait élégamment quelques bureaux du 13 boulevard Rochechouart. Et on a démarré en se disant, on va aller voir les pros qui n'acceptent pas la carte aujourd'hui et qui sont en mobilité ou pas, et on va leur dire qu'ils ont plus besoin d'un terminal de carte et avec leur téléphone, ça suffit. Et en échange, ils doivent convaincre leurs clients de les payer avec l'application Lydia. Donc on a commencé avec ce qui à l'époque était le grand sujet, c'était les taxis qui acceptaient pas la carte. Parce qu'il n'y avait pas d'Uber, il n'y avait rien à l'époque. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc on s'est fait jeter comme des malpropres. Mais vraiment, après on s'est introduit discrètement à la base arrière de Roissy, des taxis, ils nous ont coursés, c'était une horreur. Ah bon? Après on a appelé des centaines de médecins qui nous ont même pas répondu. Et on a quand même un qui a eu l'élégance de nous dire, mais vous pensez pas qu'à la fin de la consultation, en bas de l'ordonnance, je vais marquer, vous me téléchargerez Lydia. Et on a compris que c'était pas très malin. Ensuite, on est allé voir des ostéos. Après, on est allé voir des plombiers. Après, mais par centaines. Et en vrai, c'était une débâcle. Et les premiers qui ont signé? Et donc, on était un peu désespérés. Et là, vraiment, en septembre, octobre, je me souviens, on était parce que ça faisait 2 ans qu'on dépensait de l'argent à faire quelque chose et on se payait pas. Et il y avait rien, quoi. Vraiment, il y avait pas d'utilisateurs à part notre famille et 3 potes et ceux qui travaillaient au 13 boulevard Rochechouart. Donc, ça faisait pas beaucoup. Et puis il y a quelqu'un de l'équipe, Fred, qui nous dit venez dans mon école, on va aller voir si ça peut intéresser quelques utilisateurs et des étudiants. Des étudiants. Pour la partie P2P en fait. Ouais. Et donc on y va. Au moins on mettra pas tout à la poubelle. Et donc on y va et il y a une quinzaine d'étudiants qui sont là et dans la quinzaine d'étudiants, il y en a un qui d'abord ils sont tous fans instantanément, pouvoir s'envoyer de l'argent tout de suite pour se rembourser. Ils sont colocs, ils se remboursent le taxi, la soirée, machin, une bière. Et il y en a un qui dit, mais moi, je suis le trésorier du BDE. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser ça pour encaisser quand on vend des places pour les soirées ou des sweatshirts parce qu'aujourd'hui, on est en galère avec des pièces, des chèques, il faut une caisse, il faut être prêt. Et là, on avait trouvé notre modèle parce que là, c'était parfait. C'est-à-dire qu'à la fois, on avait un B2B2C qui était évident dans un environnement fermé, extrêmement viral, mais en plus, on avait avec un prescripteur qui est le BDE qui incite les autres à télécharger l'application parce qu'il en a besoin. Mais qui est aussi, le marchand est aussi le payeur. C'est-à-dire que ah oui. Tout le BDE, c'est aussi des étudiants. Ah oui, bien sûr. Et c'est ça qui est magique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'histoire d'œuf et de poule. L'œuf et la poule, c'est la même personne. D'accord. Et donc là, en 3 semaines, on a nettoyé le campus. Au bout d'un mois... T'es quelle école? Epitech. D'accord. Un mois après, ils obligeaient la cafette qui était tenue par une famille à accepter Lydia en plus du cash.
D'accord. Puis on a fait 2 campus, 3 campus, Ça a 25 été les campus, 300 premiers campus. ambassadeurs. Et on a, comme ça, petit à petit, créé une viralité incroyable qui nous a amené jusqu'en décembre 2015, un jour où je suis invité à parler dans un cours à Dauphine. Et je rentre dans le hall de l'université de Paris-Dauphine et j'entends 2 étudiants, un qui dit à l'autre, non mais t'inquiète pas, je te fais un Lydia. Et là je m'arrête, je dis, excuse-moi, t'as dit quoi? Et bien sûr, il pensait que j'étais un prof parce que j'étais, comment dire, Plus âgé que lui. un tout petit peu. Et je lui dis, non, mais je suis pas prof, t'inquiète pas, vas-y. T'as dit quoi? Et il me dit, non, mais je lui dis, paye, je te fais un Lydia. Moi, je lui dis, mais t'as dit un Lydia? Et là, il me répond, mais tout le monde dit un Lydia. Et moi, je sais combien on a d'étudiants, d'utilisateurs à ce moment-là. On a peut-être 50 000. C'est ridicule. Il n'y en a même pas toute la fac de Dauphine, quoi. Et je comprends qu'on a touché 3 choses qui sont essentielles dans le rêve qu'on avait eu, qui sont il y avait un trou et on l'a rempli, comblé par une expérience qui est tellement pertinente que c'est rentré dans la vie du quotidien. T'as créé un réflexe. Ouais, c'est ça. Et donc, comme il n'y avait pas de nom, ils lui ont donné que 2, il y a une viralité très grande, puisque ça se fait sans qu'on agisse. Et 3, il y a un imaginaire qui s'est créé. Lui, il pensait vraiment qu'en Malaisie, il se faisait des Lydia, quoi. Lui, quand il dit tout le monde, dans sa tête, c'est vraiment tout le monde. C'est intéressant. Et alors qu'en fait, T'es rentré dans son quotidien. Ouais, alors que c'était personne. Et donc là, on comprend qu'on a quelque chose, qu'on a exactement ce qu'on espérait dans nos rêves les plus fous. Et maintenant, il va nous rester à faire le plus dur, c'est-à-dire, agrandir l'échelle, agrandir le spectre. Parce que pour l'instant, on a quand même un usage qui est relativement limité. Tu peux payer des trucs à ton BDE ou rembourser tes potes. Et c'est pas mal. Mais c'est pas quand même un spectre très large. Alors justement, tu l'as dit, pas de business model jusqu'en 2018. Moi, déjà, j'étais persuadé que vous replaciez l'argent que c'était une partie du business model. On adorerait faire ça, mais pour faire ça, il faut être une banque. Et sinon, c'est interdit par la CPR. Il n'y a que les banques qui peuvent utiliser les dépôts pour en faire des crédits, d'ailleurs. Et nous, on n'est pas une banque. Et comme on n'est pas une banque, ni une néobanque, ni rien du tout avec banque derrière, eh bien, on ne peut pas utiliser ni placer l'argent qui est en dépôt. Et pour être tout à fait honnête, même si on le plaçait aujourd'hui, comme les taux des banques centrales sont négatifs, on perd de l'argent. Voilà, ça serait pas un bon placement, quoi. Mais dans tous les cas, on n'a pas le droit de le faire. Du coup, 2018, c'est quoi le switch qui amène le modèle? Alors en fait, donc on repart de cette vision initiale qui était tout faire, tous les paiements avec son téléphone. Et pour l'instant, on a compris, c'est un spectre très limité, donc on veut avancer et on se dit, ok, c'est quoi le prochain produit connexe? Et là, on se rend compte que on se rembourse. Donc je reçois de l'argent instantanément sur mon compte Lydia, mais en dehors de l'envoyer à quelqu'un d'autre ou de payer dans le campus, je peux rien faire. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je ressors cet argent par un virement, pour le coup bancaire, qui prend 3 jours, pour ensuite pouvoir l'utiliser avec ma banque. Et là, on se dit, il y a un problème, en fait. Il y a pas de liquidité, quoi, en quelque sorte. Oui, si l'argent arrive tout de suite, il faut pouvoir le dépenser tout de suite. Et donc, à ce moment-là, on se dit, on va créer la carte Lydia. D'abord, une Mastercard. Aujourd'hui, c'est une prepaid. Maintenant, c'est une Visa débit. On a upgradé le produit. D'accord. Pour pouvoir dépenser l'argent que je viens de recevoir dans le réseau d'acceptation mondiale de Visa Mastercard. Et ça change tout, parce qu'à partir du moment où on fait ça, il nous reste plus grand chose pour compléter la vision qu'on avait initialement. Il nous reste virement, prélèvement. Et donc on rajoute en même temps que la carte un IBAN avec les fonctions virement, prélèvement. Et donc en 2016... Et tu peux avoir un IBAN sans être une banque? Oui, pas de problème. D'accord. Et donc en 2016, on a cette vision, et en 2018, c'est disponible, et on a fini la vision initiale. C'est-à-dire, on peut faire tous les paiements du quotidien avec Lydia. Et ça, c'est assez rare, parce que normalement, une vision, c'est un truc qu'on n'atteint jamais. Et nous, d'un point de vue produit, alors pas d'un point de vue taille de la base, géographie, tout ça, mais d'un point de vue produit, on avait terminé, vraiment. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, finalement, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse basculer les usages du fameux « je te fais un Lydia », et c'est fort quand la marque est devenue un nom commun pour faire changer ce que tu représentes dans la tête de tes utilisateurs, c'est assez compliqué. Et donc à ce moment-là, on commence à travailler sur Lydia comme un compte de dépenses. Le compte principal de dépenses. Mais ça prend encore du temps, on est encore en train de travailler dessus aujourd'hui. Et petit à petit vient se greffer une nouvelle vision, parce qu'on va pas s'arrêter là en termes de vision produit, ça serait trop bête, et en plus parce que maintenant la réglementation a évolué et elle permet notamment grâce à l'open banking de faire des choses qui étaient inimaginables en 2012 quand on commence à réfléchir à Lydia. Tu peux nous préciser ce que c'est que open banking? Donc l'open banking, le jargon des l'open banking, c'est finalement une conséquence de deux grandes réglementations. Une qui est le règlement général sur les données personnelles, RGPD,
et l'autre qui est la directive sur les services de paiement numéro 2 et qui permet finalement de créer un environnement dans lequel un établissement financier agréé peut, si bien sûr le client lui donne l'autorisation, se connecter à l'ensemble de ses autres comptes et pour faire 2 choses, donc l'information, donc voir les soldes et historiques de compte et l'initiation de virements, c'est-à-dire la possibilité d'initier des virements à partir d'un compte tiers depuis l'application. Donc aujourd'hui, par exemple, depuis Lydia, je peux voir le solde de mes différents comptes en banque, je peux voir l'historique des transactions et je peux aussi, et c'est moi par exemple ce que je fais tous les mois, pour payer mon loyer, j'ouvre l'interface de Lydia et je déclenche un virement depuis mon compte BNP vers le compte bancaire de mon propriétaire. L'argent ne transite jamais par Lydia. Mais l'instruction est donnée à partir de Lydia. Exactement. Et ça, c'est très important parce que, évidemment, on se rend bien compte que ça permet de créer des hubs financiers. C'est-à-dire un seul endroit où je peux piloter tout mon argent. Ton cockpit, en fait, un peu de, voilà, et après, t'as ton tableau de bord. Qu'on va appeler, effectivement, des applications métabancaires ou des, comme tu précisais en début de, voilà. Donc, métabancaire, ça veut dire au-dessus ou, dans une acceptation plus internationale, des super apps bancaires. Une super app, c'est quoi? C'est une application qui, en son cœur, a un service extrêmement utilisé avec beaucoup d'utilisateurs et d'usages. Et donc, chez nous, c'est le compte de paiement. Et autour de ça, un certain nombre de services connexes qui peuvent être financiers ou pas. On voit bien que dans les grandes super apps bancaires, les plus grandes, c'est effectivement la Chine avec WeChat Pay notamment de Tencent, où on va pouvoir réserver des avions, prendre des VTC, réserver des chambres d'hôtel et plein d'autres services, mais aussi bien sûr des assurances, des crédits, et de toutes sortes de services financiers, d'investissement, de l'épargne. Et donc c'est ça qu'on est en train de construire aujourd'hui avec Lydia, c'est ça la seconde étape de la vision, et c'est permis par l'évolution de la réglementation, mais aussi parce que nous on a appris et qu'on s'est rendu compte des possibilités qu'on ignorait au début, parce que quand on a commencé Lydia, ni Antoine ni moi n'avions la moindre idée de ce que c'était que les paiements. Antoine Porte, ton associé. Exactement. Tu as évoqué WeChat Pay, c'est ce que vous avez en ligne de mire en vous disant on va faire la même chose en Europe. Il y a une vision qui est peut-être un peu différente chez Lydia. Fallait peut-être aussi pour préciser qu'à partir du moment où c'est Tencent qui est aussi investisseur chez vous, est-ce qu'il y a une vision spécifique de synergie entre le monde chinois et le monde européen, entre WeChat Pay et Lydia? Non, clairement non. Tencent agit chez nous comme un VC traditionnel, un grand VC. Donc c'est actionnaire financier, mais pas de synergie technologique. En tout cas, pas d'obligation ni de contrat de cette nature commerciale ou technologique ou stratégique. Mais en revanche, comme tout bon grand VC, quand on leur demande est-ce que vous pouvez nous mettre en relation avec, dans le groupe Tencent, les gens qui ont fait cette partie-là parce que ça nous intéresse, parce qu'évidemment, ils ont une expertise qui est extraordinaire. Ouais. Non seulement ils ont monté une super app bancaire, mais ils l'ont monté à l'échelle d'1 milliard d'utilisateurs. Donc, même en termes d'infrastructure, de gestion de la fraude, enfin, de tenir la charge, il y a des jours, ils font plusieurs milliards de transactions dans la journée. C'est fou. Donc, on a beaucoup à apprendre d'eux. Il faut être très humble. Nous, tu disais 4. En vrai, on est plutôt proche maintenant de 5 millions d'utilisateurs, mais entre 5 millions et 1 milliard, l'échelle, bon voilà, c'est x200, donc on a énormément de choses à apprendre d'eux. Bien sûr qu'il serait vraiment fou de vouloir copier-coller, ça n'a aucun sens. L'environnement... Pourquoi ? L'environnement bancaire là-bas est pas du tout le même, l'environnement réglementaire est pas du tout le même, la culture est différente, et on le sait, l'argent, la banque, c'est quelque chose de profondément culturel. Et c'est vraiment local. C'est pour ça qu'il n'existe pas de banque mondiale. Il y a une banque qui s'appelle la Banque mondiale, mais de banque à échelle mondiale. Ce qui existe, c'est des banques multilocales. Ouais, même si on prend HSBC, qui est la plus grande banque au niveau mondial, la réalité, c'est que c'est une myriade de banques locales sous une même marque. La preuve, ils vendent leur banque de détail en France, ça change rien, ils peuvent la sortir facilement. Pourquoi ? En vérité, c'est CCF. D'accord. Et donc, c'est resté CCF. Même Liban est toujours CCF. Et ça, c'est très important de comprendre ça, parce que sinon, on va essayer de répliquer la même chose dans les différents pays. Et là, c'est la recette pour l'échec. Prenons quelque chose qui nous est plus proche, parce que la Chine, c'est un peu lointain, ça fait un peu fantasmer, mais prenons 2 pays qui sont vraiment très proches. Le Danemark et l'Allemagne. C'est plus proche que ça n'existe pas, ils ont une frontière commune. OK. Dans les faits,
au Danemark, et honnêtement, d'un point de vue historique, géographique, ça, on peut dire vraiment, il y a pas plus proche des Allemands que des Danois, que les Danois. Bon, au Danemark, il n'y a quasiment plus de cash. On est dans une société qui est cashless. 3% d'utilisation du cash. Alors, c'est pas cashless complètement, mais c'est Pas loin. une grande marginalisation du cash. En Allemagne, la grande majorité des transactions, plus de 50%, se fait en cash, y compris pour acheter des grosses Mercedes. Et donc, on comprend bien que si on va déployer le même produit dans ces deux environnements-là, avec le même positionnement, ça va pas marcher. Donc c'est vraiment des environnements culturels différents qui doivent s'expliquer par l'histoire. Mais enfin, bon, L'argent est extrêmement culturel. Ouais. Extrêmement culturel. Et donc, il faut comprendre les différences de culture. Et ça veut pas dire que la plateforme technologique est différente, mais ça veut dire que la manière de le présenter, la manière de rentrer dans le quotidien des gens dépend beaucoup de l'environnement, des usages de la culture. Et ça, il faut être très attentif. Tout à l'heure, Olivier évoquait votre passage au UK. J'aimerais bien qu'on y revienne, mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas répondu à cette question. Aujourd'hui, à date, comment Lydia gagne de l'argent ? Alors, donc effectivement, tu as raison, en 2018, on s'est dit, on va changer donc cette vision et on va passer dans un modèle qui est un modèle donc de super app bancaire, et on va gagner de l'argent avec 3 piliers. Le premier pilier, c'est un certain nombre de transactions qui nous ramènent de l'argent. Donc, par exemple, quand nos utilisateurs utilisent leur carte Lydia, que ce soit la carte plastique ou des cartes du paiement sans contact mobile, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay ou paiement en ligne, eh bien, comme tout émetteur de carte, on reçoit une partie de la commission qui est payée par le marchand et qui s'appelle l'interchange. Voilà, donc on a un certain nombre de transactions qui nous ramènent de l'argent. Pas les transactions qu'on fait entre particuliers, ça c'est notre fameuse, notre canal d'acquisition payant, c'est de pas faire payer les transactions de P2P. C'est le go-to-market, comme on dit pour les entrepreneurs. Ouais, c'est le go-to-market, c'est aussi ça qui fait la viralité. Ouais. Forcément, oui, parce que quand tu as besoin de payer, tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu l'as, et si tu l'as pas, tu télécharges l'application, etc. Et c'est assez fou parce qu'on, tout à l'heure, Cyril sort son téléphone. Tout à l'heure, on disait que c'était parti avec les étudiants, et c'est vrai que c'est parti avec les étudiants et que c'est devenu quelque chose de générationnel. Parce qu'aujourd'hui, à peu près 35% des Français qui ont entre 18 et 30 ans utilisent Lydia. Ah ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très, très sociétal, je dirais même. Et on a des comportements qui sont assez incroyables. J'essaye de vous retrouver Pendant que Cyril nous parle, il est en train de pianoter sur son téléphone. Un tweet pour aller rechercher une information. Ouais, un tweet qui est les aléas du direct. Il y a quelques jours. Et grosso modo, c'est une personne qui dit j'ai une amie que je dois rembourser. Je lui dis de télécharger Lydia. Elle me dit qu'elle ne veut pas le faire et qu'elle n'est pas obligée de le faire, même si tout le monde le fait. Et donc la conclusion de ça, c'est moi je dis que c'est une relou. Elle dit qu'elle est libre. Moi je dis que c'est une relou. Et ça, c'est incroyable parce que ça dit à quel point il y a un gros impact de la viralité et de l'argent. Quand on réfléchit, l'argent est naturellement viral. C'est-à-dire qu'une pièce de monnaie, c'est c'est l'objet qui change le plus de mains au cours de sa vie. Et donc, on n'a pas créé la viralité. On a juste fait en sorte. Les facilités, quoi. On a juste fait en sorte que notre produit ait la même viralité que l'argent naturellement. Et ça, c'est pas souvent le cas parce que malheureusement, souvent, les établissements bancaires, ce qu'ils font, c'est que quand ils rajoutent de la technologie, ils font en sorte que ça devienne vraiment toutes les contraintes du système informatique utilisé soient exposées à l'utilisateur et que ça devienne plus pénible pour nous. Tu évoquais cette utilisatrice sur Twitter qui voulait pas télécharger Lydia. Il y a des réticences aujourd'hui et si oui, lesquelles ? Qu'elles soient fondées ou infondées d'ailleurs. Encore une fois, c'est du culturel, donc oui, il y a toujours des réticences. C'est la réticence au changement. Il y a des gens que ça intéresse pas, et c'est très bien comme ça. C'est normal que l'adoption se fasse lentement. C'est quand même un sujet qui est un peu sensible, l'argent. Et quand tu vois les différences d'adoption, est-ce que c'est par tranche d'âge ou par pays ? Parce que tu parlais des différences culturelles. Vous êtes aussi en Espagne, par exemple. Tu vois des choses vraiment différentes en termes d'adoption, de façon d'entrer dans le marché ? Alors. Oui, clairement, il y a des différences, mais nous, on est surtout en France. On a fait des tests dans un certain nombre de pays, ceux que tu as cités pendant quelques années, et maintenant, on déploie une stratégie où on a pris suffisamment d'infos. On a fait très léger, avec un minimum viable product, donc un produit vraiment allégé, avec un ou pas de freelance ou 2 freelance maximum, juste pour prendre des enseignements et construire
notre stratégie de déploiement, notre vision, c'est Eurozone et seulement Eurozone, puisqu'on a exclu UK après la sortie de l'Union européenne. C'était cette raison qui fait que vous avez... Exclusivement, parce qu'en d'accord. fait, dans les tests qu'on a fait, les deux pays qui avaient le mieux répondu, c'était Portugal et UK. Donc, c'était vraiment un crève-cœur de sortir de UK. Peut-être qu'on y retournera. On n'a pas C'est une abandonné question de l'idée. réglementation ou... Ouais, c'est une question Ouais. de réglementation parce qu'en fait, en parallèle de ça, nous, on est en train de travailler à obtenir notre propre agrément. Et c'est un peu de la technicité, donc c'est pas super intéressant, mais notre propre agrément en France et obtenir à la fois ton agrément en France et ton agrément en UK en des chemins différents, parallèles. On était obligé de construire des organisations différentes pour un seul pays. Ça avait pas beaucoup de sens économique. Et donc on a voulu se concentrer sur la zone euro. Voilà. Mais on a aujourd'hui donc une présence physique au Portugal depuis mi-novembre et on va dans quelques semaines avoir aussi une présence physique en Espagne. Donc là vraiment voilà, on y va avec D'accord. une volonté de déploiement. Avec plus sérieuse. d'investissement. Absolument. D'accord. Écoute, on a bien compris le business, le développement de Lydia pendant toute cette période. Bon, et en même temps, vous avez réussi à lever des fonds dans une période de crise. Donc, c'est le moment de lancer notre petit jingle. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Alors, on est en train de sortir de la période de confinement, mais malgré tout, probablement la crise sanitaire n'est pas complètement finie. Qu'est-ce que ça a eu comme impact direct sur Lydia, en dehors du fait qu'en plus vous avez annoncé plutôt des bonnes nouvelles financières sur les levées de fonds, mais aussi dans les usages, dans la culture de l'entreprise? Qu'est-ce qui s'est passé au moment du confinement et de la crise pour vous? Alors ça a eu des impacts massifs, vraiment. La première chose, c'est que quand le premier confinement est arrivé, du jour au lendemain, on a perdu 75% de notre activité. Du jour au lendemain. Quand on n'est plus tous en terrasse, effectivement, moins de transactions, Voilà, fin moins de la vie sociale. Ouais. Du jour au lendemain, fin de la vie sociale. Et nous, encore une fois, à cette époque-là, cœur de l'activité, transactions entre particuliers. Donc, transactions sociales par nature. Remboursement aussi finalement de la vie La vie sociale. quotidienne. Ouais. Et donc ça s'arrête. Et on est vraiment extrêmement choqués. En même temps, on est quand même un tout petit peu serein parce qu'on vient de lever ces fameux 40 millions. Donc, on n'est pas en stress sur le cash, ce qui est déjà une bonne chose. Et on a vraiment de la chance parce que on a reçu l'argent le 7 janvier. Je m'en souviens bien parce que c'est mon anniversaire. Sympa, le C'est cadeau. élégant d'avoir choisi Ouais. ce genre-là. Bien joué. Je te l'accorde. Et le 21 janvier, la Chine était confinée. Ah oui, c'est vrai. Ça, Ça a commencé en janvier. voilà. Et donc Tencent, tu pouvais plus les voir, quoi. Ouais. Tu pouvais plus leur parler, tu pouvais plus les voir. Et pendant quelques minutes, ils ont disparu de la circulation. Si ça s'était passé 1 mois et demi avant, on n'aurait pas pu, on n'aurait pas pu faire la levée. Du coup, pour vous, c'était une première alerte. Vous voyez un peu ce qu'elle est arrivée ou comme tout le Non, monde on n'a pas le choix, on peut rien faire là. On est vraiment désemparés. Notre activité s'arrête, elle s'arrête, quoi. Donc, comme d'autres. Et donc, pendant 2 mois, tout le confinement, on est à moins 75%. Et il y a une seule chose qui est pas à moins 75%, c'est le nombre de nouveaux utilisateurs. Alors oui, ça baisse, le nombre de nouveaux comptes créés chaque jour. Ça baisse, mais ça baisse pas tant que ça. Ça baisse de 30-35%. Pourtant, avec la viralité, j'aurais pensé que c'était plutôt associé aux transactions, et nous c'est-à-dire aussi. que quelqu'un invite quelqu'un d'autre à, C'est ça. pour- Et nous aussi, au moment d'une transaction. c'était notre thèse. Mais du coup, tu l'expliques On comment a ça toujours cru ça et on a toujours pensé que c'était ça. Et en fait, on se rend compte à ce moment-là que ce qui est en train de se passer, c'est que il y a une crainte sanitaire. Et le sans contact, notamment le sans contact mobile où on touche rien, devient non plus une option un peu geeky, mais quelque chose qui est vraiment utile et que les gens commencent à découvrir et à adopter, même s'ils n'ont pas beaucoup de transactions à Mais faire. vous avez fait une étude ou c'était une intuition? Non, on l'a vu. Et comment on l'a vu? On l'a vu parce que le peu de transactions qui subsistaient commençaient à devenir des transactions qui étaient des transactions par carte, sans D'accord. contact, et Donc, il commençait à prendre le relais du P2P qui, lui, Exactement. s'était effondré. avec une tranche d'âge qui était plus la même. Et donc là, on voit que la tranche d'âge qui commence à augmenter de la manière la plus forte chez nous, c'est les 35-45 ans. Et bien sûr, petit à petit, alors ça avait commencé un peu avant. Mais Et donc, plutôt pour les usages de paiement en ligne ou en commerce ou c'est ça. D'accord. En commerce, sans contact pour les commerces Ouais. essentiels ou en ligne. D'accord. Donc des cartes virtuelles, notamment les cartes éphémères. Donc valides pour un seul usage parce que justement j'ai pas trop confiance, j'ai pas l'habitude de payer en ligne. Et donc on se rend compte qu'on est en train de changer, même s'il y a peu de transactions, c'est en train de changer doucement. Et on est quand même hyper stressé, hein, honnêtement, parce que bon c'est bien sympathique tout ça, mais c'est quand même moins 75%. Et on a quand même on a levé sur un plan et le plan c'est pas un plan où on arrête de la vie, quoi. Donc on n'avait pas prévu ça. Et
à ce moment-là, on a une chance inouïe. On a un board fin avril. Et on est vraiment au fond du trou, psychologiquement. Fin avril, on n'a pas d'horizon de sortie. Enfin, le 20 avril, quelque chose comme ça, on n'a pas d'horizon de sortie, on n'a rien. Et Tencent nous dit, calmez-vous. Nous, on est déjà sortis maintenant du confinement depuis 3 semaines. Et sur WeChat Pay, les activités ont repris comme avant. Il dit c'est une question de patience. Donc, calmez-vous. Faites 3 choses. 1, concentrez-vous sur les évolutions du produit tel que prévu. Le produit. 2, faites attention d'un point de vue sanitaire, faites gaffe, faites attention que les gens soient pas malades. Vraiment, mettez le paquet là-dessus. Et c'est ce qu'on faisait déjà, parce qu'on était un peu, voilà, on est un peu télétravail, etc. Ouais, télétravail à fond. Nous, on est hyper légaliste sur tous ces sujets-là, mais tous les sujets en général. Et en plus, il s'avère que et Antoine et moi, on a 2 parents médecins chacun. Donc on a un peu ce biais-là. Il y a 4 médecins dans le board. on a ce biais-là. Et enfin, faites gaffe au cash. Ne brûlez pas du cash inutilement, ça sert à rien, quoi. N'essayez pas d'accélérer l'acquisition en faisant de l'acquisition payante. Soyez serein. Et c'est ce qu'on a fait. Et en mai, quand ça a déconfiné, on a vu que c'est reparti. En juin, on a fait notre meilleur mois de toute l'histoire de Lydia, avec une différence par rapport à février, qui était le dernier mois complet, de 30%. Donc on fait un meilleur mois de 30%, ce qui est à l'échelle jamais arrivé. Et on se dit, bon, ok, c'est un effet balancier, on va revenir à la normale. En juin, on fait en juin, on fait 30% de plus. En juillet, on fait encore 10% sur juin. En août, encore 10%. En septembre, encore 10%. Par rapport à chaque fois au mois d'avant. Donc c'est le nombre de nouveaux clients embarqués qui continuait à... Le nombre de nouveaux clients et aussi le volume de transactions. Ouais. Et donc ça revient, non seulement ça revient, mais ça redépasse qu'on avait jamais, plus que ce qu'on avait fait. Parce qu'en fait, le P2P revient et les nouveaux usages commencent à prendre le pas. Et si on regarde aujourd'hui, alors qu'on n'est pas encore sorti, on a 2,5 fois plus de transactions que ce qu'on faisait avant le premier confinement. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Ça doit être l'euphorie dans la société. Parce qu'on n'est pas encore déconfiné. Donc, quand on sait très bien que ce qui va se passer là en juillet, ça va être vraiment dingue. Et par ailleurs, on a eu effectivement cette deuxième partie de levée de fonds. Donc, les 72 millions d'euros qui ont complété les 40 millions d'euros. Exactement. Encore plus de sérénité. À la fin de l'année ou au début de l'année suivante? À la fin de l'année. Donc, ça nous a donné encore plus de sérénité, encore plus de puissance de feu, encore plus de capacité à travailler sur la partie produit et de confiance dans les changements. Pour revenir sur ces 72 millions d'euros, si tu veux bien, Thomas, on s'est tous posé la question, pourquoi refaire ça, etc. Est-ce que c'est des discussions qui étaient enclenchées avec ces investisseurs auparavant? Ou est-ce que c'est parce que les chiffres reprenant... Parce que plus 30, plus 10, plus 10, J'ai cru comprendre qu'Axel, vous suivez quand même du regard depuis quelque temps aussi. Oui, alors en fait, il s'est passé une chose très, très belle. C'est que Axel nous suivait du regard de manière plus ou moins intéressée au fur et à mesure des années, mais c'est sûr que l'arrivée au capital de Tencent et l'évolution du produit et tout ça, les garder un peu plus chaud que froid. Et puis des nouvelles personnes aussi sont arrivées chez Axel, et notamment en fin de premier semestre à toute fin du premier semestre est arrivé Amit Jawar, qui était le general manager de Venmo, donc le patron de Venmo, qui est la super app américaine qui appartient à PayPal, et qui avant ça a été le CEO de Braintree, donc la maison mère de Venmo, avant d'être acheté par PayPal. Et donc il comprend bien le secteur. Il connaît en long, en large, en travers. Il est tout le secteur du paiement. Oui, c'est vraiment c'est une référence dans le. Et donc c'est lui plus les gens d'Axel les gens d'Axel ils sont tièdes, chauds sur leur suivi, et lui dit, ok, le premier investissement que je vais faire en arrivant, c'est Lydia. Et donc, faisons en sorte que quand j'arrive, c'est parti, quoi. Et donc nous, évidemment, quand ils ont vu les chiffres et la résilience et le redémarrage, on avait fini. Donc on s'est parlé la première fois avec Amit le 2 juillet. Le 15 août, on avait une term sheet qui était magnifique. Excellent. Tu parlais des usages et ça nous fera une transition parfaite avec le monde d'après. On a une question de notre partenaire Madines et sa journaliste Anne Taffin. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour. La pandémie a facilité le recours aux sans contact et aux solutions de paiement à distance comme Lydia. Pensez-vous qu'il s'agit d'une tendance de fond qui va se pérenniser, notamment chez les indépendants ? Alors oui, Anne, effectivement, la pandémie a agi comme un catalyseur extraordinaire, et une fois qu'on a goûté à la simplicité, on n'a pas de raison de revenir en arrière. Une fois qu'on a fait un Lydia, on fait plus un virement bancaire à son ami, quoi. C'est impossible. Une fois qu'on a payé sans contact avec son téléphone, qu'on s'est rendu compte qu'on peut payer 300 € et qu'on est parfaitement sécurisé, on n'a aucune raison de faire du paiement avec la carte en plastique et le code PIN. Vraiment, ça n'a absolument aucun sens. Et donc, on retourne pas en arrière. Mais ce qu'on a vu aussi, et c'est ça pour moi le plus important, parce que je disais tout à l'heure, vraiment c'est culturel. Au début de l'année 2020,
il y avait des commerçants qui avaient effectivement déjà adopté le sans contact sur leurs terminaux de paiement, et quand ils demandaient à une vieille dame, « Madame, est-ce que je peux faire le sans contact ?» Ils demandaient avant de prendre la carte, et une fois sur deux, ils se faisaient rembarrer. Mais ça va pas du tout. Bon. Et ça maintient la mémoire aussi à cet âge de se rappeler de son code. Je sais pas, peut-être. Et là, aujourd'hui, je pense que si un commerçant n'acceptait pas le sans contact, il se ferait engueuler, mais vraiment violemment par la même dame. Mais comment, cette période de pandémie? Mais vous plaisantez. Et donc ça montre à quel point des populations qui n'auraient jamais basculé vers le sans contact ont basculé de manière vite et irrémédiable. Parce que c'est vrai pour ceux qui ont 19 ans, mais c'est vrai aussi pour ceux qui ont 85 ans. Quand c'est plus facile, c'est plus facile. On revient pas en arrière. Et une fois qu'on s'est rendu compte que, en fait, on est à l'aise avec et c'est sécurisé, c'est parti. Donc oui, c'est que le début d'une grande lame de fond qui va nous amener dans une société qui, à mon avis, ne sera pas cashless, mais qui sera une société qui sera massivement less cash, c'est-à-dire où le cash deviendra marginal. Minoritaire, ouais. D'accord. I have a dream. Ben écoute, I have a dream, c'était le monde d'après. Donc on a commencé à y entrer avec la réponse à la question de Madines. Et du coup, dans une société qui est less cash, ou less cash, pardon. Du coup, je suis chez ce cher Serge. C'est un exercice de rhétorique. Donc moins d'argent liquide. Selon toi, est-ce que pour le coup, ça va favoriser aussi votre expansion géographique internationale? Parce que tu disais que vous étiez particulièrement français encore. Est-ce que ça reste dans la ligne de mire, donc cette zone euro que tu avais définie dans ta vision? Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du monde d'après de Lydia maintenant? À partir de maintenant, vous avez en gros le produit qui est déjà bien développé, l'argent sur le compte en banque grâce à toutes ces levées de fonds, les bonnes équipes. Qu'est-ce que c'est la next step? Ouais, alors on a évidemment plusieurs axes. Le premier axe, c'est l'axe de développement géographique. Donc pour l'instant, on écoute au tout début de la zone euro. On a fait la France. La France, on a fait 5 millions d'utilisateurs. Ouais. Mais bon, il en reste quand même 62 millions. Donc on a encore un peu de travail. C'est important tu vois, d'être assez humble par rapport à ces sujets-là quand même. Et on vient d'ouvrir le Portugal, bientôt l'Espagne. Donc on va déployer comme ça Lydia dans les différents pays de la zone euro. Dans ces pays, tu as des concurrents sérieux? Dans tous les pays, il y a des concurrents sérieux, parce que jusqu'à maintenant, les gens payaient. Et le principal, on parle d'un sujet culturel, donc le principal concurrent, c'est les habitudes. C'est ça un concurrent. Aujourd'hui, quand quelqu'un en France ne fait pas un Lydia, c'est pas parce qu'il fait quelque chose d'autre, c'est parce qu'il fait un virement. Et néanmoins, c'est pas tout le monde qui a adopté Lydia, même si c'est infiniment plus simple qu'un virement. Moi, je trouve qu'on a une bonne catchline là pour un tweet de Cyril. Le vrai concurrent, c'est les habitudes. Je trouve que c'est une super mais c'est vrai, analyse. On s'est tous regardé, il y a un moment de silence. C'est vrai, le vrai concurrent. Le gourou des paiements nous explique. C'est les habitudes, parce que on n'a pas aujourd'hui pour moi, un concurrent, c'est quelqu'un qui soit ralentit, soit renchérit ta croissance. Tu vois, on peut pas dire, par exemple, que le fabricant de véhicules automobiles Mahindra en Inde est un concurrent de Peugeot. Ils sont concurrents sur rien. Mais pour autant, c'est deux fabricants de voitures. Aujourd'hui, on n'a pas de concurrents qui ralentissent ou renchérissent notre croissance. Par contre, ce qui fait que notre croissance est plus chère ou plus lente, ou pas aussi vite pas aussi rapide qu'elle pourrait être, c'est les habitudes. Et changer les habitudes, ça prend du temps. Parce que ce qu'on fait, c'est un métier de confiance. Et la confiance, ça se décrète pas, ça se gagne. Mais est-ce que si on approfondit un petit peu la question des concurrents, des intervenants qui sont un peu internationaux et qui se lancent quand même dans le paiement, ou qui sont déjà dans le paiement depuis longtemps, mais par exemple Apple Pay ou votre ancêtre en fait PayPal que tu citais, comment tu te positionnes par rapport à eux? Apple Pay, on n'est pas vraiment en phase, parce que Apple Pay, nous, évidemment, on est partenaire avec Apple Pay. On utilise Apple Pay. Apple Pay est un moyen technique de communication entre le téléphone et le terminal de paiement. Mais il faut bien qu'il y ait un moyen de paiement sous-jacent qui soit enregistré dans Apple Pay, en l'occurrence, une carte Lydia, pourquoi pas. En revanche, PayPal, même si en Europe et en France particulièrement, ils sont principalement connus et utilisés pour faire les paiements sur les sites internet. Tu connais bien ça. Ouais. Mais c'est vrai que PayPal, au départ, c'était du peer-to-peer. PayPal. Paye un pote. C'est ça, PayPal. C'est du peer-to-peer. Et bien sûr qu'ils ont tout ce qu'il faut pour faire, et avec Venmo encore plus, des choses très concurrentes à ce qu'on fait. Mais il y en a d'autres. Il y a Square, avec la partie cash, qui, on sait, arrive en Europe maintenant. Ils ont commencé un petit peu en Angleterre. Ils ont racheté une société en Espagne. D'accord. Versé. Donc, on va les voir arriver. Il y en a d'autres. Et tant mieux, parce qu'en fait, on est au tout début de cette bascule
vers la banque digitale, vers les paiements digitaux. Et vraiment, on est au tout début, c'est les premiers jours. Qu'importe ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, en vrai, ça reste très marginal. Parce que tu disais aussi que vous alliez demander l'agrément. Est-ce que tu parles d'un agrément bancaire ? C'est une phase où c'est un autre type d'agrément parce que je sais que c'est assez technique sur le plan administratif, mais voilà. Qu'est-ce que ça changera ? Paiement ou bancaire, en fait, c'est juste aujourd'hui, on le faisait en tant qu'agent d'autres établissements qui avaient un agrément, et donc de plusieurs agents par rapport au produit. Et donc là, vous allez porter vous-même l'agrément à la fin de cette démarche. L'idée étant de regagner un peu de flexibilité sur la partie déploiement international. D'accord. Parce que jusqu'à présent, on était un peu contraint par l'agenda international de nos partenaires. D'accord. De nos mandants, mais c'est principalement ça. Ok. C'est pas une barrière à l'entrée par rapport à d'autres concurrents. Non, pas du tout. Et alors justement, tu parlais de Square qui a racheté une boîte en Espagne. Ça fait partie de la roadmap de Lydia, la croissance externe. Alors bien sûr, on s'interdit rien. On a la chance en plus d'avoir des actionnaires qui sont puissants et qui ont les poches profondes. Voilà, les poches profondes et l'habitude aussi de faire de construire des géants, que ce soit Tencent ou Accel, bien sûr. Et donc on regarde de manière opportuniste des sujets d'acquisition, soit pour des technologies particulières, soit pour bien sûr de l'emprise géographique. Alors on peut racheter des boîtes, on peut aussi revendre la sienne. C'est des sujets qu'en tant qu'entrepreneur tu as dans la tête, ou tu veux rester à la tête de Lydia ad vitam aeternam, peut-être la céder à tes enfants un jour. Alors bien sûr c'est des sujets qu'on a dans la tête. Si un jour tu trouves quelqu'un qui te dit non, c'est un menteur. Hein. C'est pas. Après c'est une question de quelle est ta vision et comment tu diriges l'entreprise. Donc il y a des gens qui créent des entreprises pour les revendre. Et qui le font hyper bien. C'est-à-dire, ils construisent toute l'entreprise pour faire ça, et ils y arrivent. Et pour moi, c'est un grand succès, parce que quand tu as une vision de départ et que tu l'exécutes parfaitement, franchement, parfait, quoi. Il y a rien à dire. Et d'autres qui ont comme vision de créer une entreprise qui va être, pourquoi pas gigantesque, cotée en bourse, et qui sur le chemin se trouve à la vendre, et ça marche aussi. Donc nous, on est dans cette deuxième catégorie. Notre vision, c'est amener Lydia très très loin, devenir un grand acteur européen, rentable, coté, voilà. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas pragmatique aussi, que de temps en temps on n'étudie pas ou on s'interdit pas d'étudier dans le futur des propositions qui pourraient arriver sur la table d'être rachetées. Il y en a déjà eu. Oui, il y en a déjà eu. Qu'est-ce qui fait que t'as refusé ? Ça remplissait pas les critères qu'on avait fixés, qui est est-ce que par cette opération-là, on va accélérer et augmenter la probabilité de succès de cette entreprise incroyable qui est de devenir un des acteurs majeurs de la banque de détail pour les particuliers, finalement, à l'échelle européenne. Est-ce que lors de ces gros tours de table que vous avez réalisés récemment, est-ce que vous, en tant que fondateur, vous avez pu avoir un peu d'argent en cash-out ? On parle parfois du marché du secondaire. C'est en train de se développer ? Ou est-ce que parce que c'est ce qui permet parfois aussi, j'essaie moi d'en faire la promotion, parce que ça permet aussi aux entrepreneurs d'avoir un peu plus de sérénité et du coup de augmenter un peu leur niveau d'ambition sur la suite. C'est exactement en étant un peu dérisqué d'une certaine manière, parce qu'on rappelle que vous avez quand même commencé dans une cave et au départ sans vous payer, donc il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Donc ça prend du temps. Et en payant notamment quand on a une famille et un loyer à payer. Exactement. Et donc oui, bien sûr qu'on a fait ça. D'accord. Et bien sûr que c'est très important d'avoir à tout moment le niveau de sérénité requis pour être en face de ses ambitions. Pour passer à l'étape d'après, quoi. Absolument. Bon merci Cyril, on a pu faire le tour de la partie business de Lydia, de ce succès massif jusqu'à maintenant et accéléré encore. Et donc on va pouvoir maintenant aussi passer un peu de temps avec toi sur le plan plus perso dans le deuxième podcast de 40 nuances de Next consacré à Cyril Chiche, l'homme. Avec plaisir. 40 nuances de Next. Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.